La pluie tombait par cordes, incessante et glaciale, tambourinant contre le pare-brise alors que je me garais devant la propriété des de Villeroy. À travers le balayage saccadé des essuie-glaces, la demeure ressemblait à une forteresse de lumière et de rire, totalement préservée de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Je coupai le moteur et saisis le thermos posé à côté de moi, contenant le gratin de poulet préféré d'Olivia, un plat chaud pour apaiser ses nausées. Ma fille, âgée de 23 ans, était enceinte de 3 mois, fragile et épuisée, et mon seul souhait était de la voir manger un peu. Des échos de musique et de rire filtraient à travers la pluie, étouffés mais distincts, ils donnaient une réception. Je sortis de la voiture en serrant le thermos contre moi, mon manteau fut instantanément trempé. Je sonnai une fois, pas de réponse, puis une seconde fois, plus longuement, toujours rien. Un frisson me parcourut l'échine. Je me dirigeai vers le sentier latéral qu'Olivia m'avait montré un jour, un étroit portillon menant au jardin. Il n'était pas verrouillé. Je le poussai et c'est là que je la vis. Ma fille était à genoux sur les dalles froides de la terrasse, trempée jusqu'aux os, la robe à fleurs qu'elle avait essayée avec fierté la semaine dernière collait à son corps, soulignant la courbe légère de son ventre. La pluie et les larmes se confondaient sur son visage livide. Ses lèvres tremblaient, ses mains étaient pressées sur ses genoux comme si elle implorait la clémence. « Olivia » m'écriai-je en courant vers elle pour m'agenouiller à ses côtés. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa sous l'averse. « Maman, j'ai juste acheté une robe de maternité, c'est tout ?» Cette simple phrase brisée alluma un brasier au plus profond de moi. J'enveloppai ses épaules de mon manteau, la soulevai dans mes bras et la portai vers la porte arrière. Mes années d'entraînement intensif au taekwondo refirent surface en un seul mouvement, mes jambes pivotèrent et la porte vola en éclats sous l'impact d'un coup de pied magistral. La musique s'arrêta net. Tous les visages dans la pièce se tournèrent vers moi, trempés, furieuses, tenant ma fille dans mes bras. Dieu ne pardonnera pas une telle cruauté, lançai-je avant que le silence ne retombe. Les lumières d'urgence vacillaient au plafond alors que les infirmiers se précipitaient vers nous, leur voix résonnant dans le couloir stérile de l'hôpital. Le corps d'Olivia était glacé, ses lèvres presque bleues. Ils l'installèrent sur un brancard et disparurent derrière des portes battantes, me laissant seul dans la salle d'attente, l'eau de pluie s'égouttant de mes cheveux sur le carrelage. Je restais assise là, agrippant ce thermos que je n'avais toujours pas lâché, mes doigts raidis par le froid. L'odeur d'antiseptique était entêtante, mais je n'avais que le goût de l'amertume en bouche. Je fixai mes mains tremblantes et, pendant un instant, je ne fus plus dans cet hôpital. Je retournai dans un autre lieu, une autre nuit de déluge. Des années plus tôt, j'étais sur un podium de taekwondo, la foule m'acclamait alors que l'or brillait autour de mon cou. On m'appelait « le faucon », la femme qu'on ne pouvait briser. Mon mari, Robert, souriait fièrement dans le public, il était mon entraîneur, mon partenaire, mon ancrage. Ensemble, nous avions bâti notre vie sur la discipline et la force. Mais cette illusion vola en éclats le jour où je retombai mal après un coup de pied circulaire et sentis mon genou craquer comme du bois mort. Les applaudissements s'éteignirent. Le faucon était tombé. Robert changea après cela. L'homme qui croyait en moi fut dévoré par le ressentiment, ses mots devinrent tranchants, son amour se mua en poison. « Tu as tout gâché », marmonnait-il en état d'ébriété, fixant mes médailles au mur. Au début, je me disais que c'était le chagrin, mais le chagrin ne laisse pas de bleu. Olivia n'avait que 10 ans lorsqu'elle commença à s'interposer, son petit corps tremblant mais défiant, « Arrête papa, ne la touche pas », pleurait-elle. Je n'oublierai jamais cette nuit de pluie, le fracas d'un verre, la rage de Robert. Lorsqu'il la repoussa, elle tomba et sa tête heurta le coin de la table de la cuisine. Le sang coula, laissant une fine cicatrice rouge sur son front qui ne disparut jamais tout à fait. Ce fut la nuit où je fis nos valises pour partir. J'ai reconstruit une vie à partir de ces ruines, me promettant qu'Olivia ne connaîtrait jamais la douleur que j'avais endurée. Mais assise dans ce couloir d'hôpital, cette promesse me semblait trahie. Je l'avais protégée d'un monstre pour la voir broyée par un autre. La porte grinça et une infirmière sortit, le visage indéchiffrable. « Madame Valérie ? Le médecin va vous recevoir. » J'acquiesçai, mais mes pensées étaient ailleurs, piégées entre le passé et le présent, entre la femme que j'étais et la mère que j'étais devenue. Au fond de moi, je sentis à nouveau cette étincelle, le même feu qui brûlait autrefois sur le tatami. La tempête n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Le médecin apparut quelques minutes plus tard, sa blouse humide de sueur, le regard las derrière ses lunettes embuées. Il retira son masque et parla à voix basse, « Madame, nous avons fait tout notre possible,
mais votre fille souffrait d'une hypothermie sévère qui a déclenché des contractions prématurées. Je suis navré, nous n'avons pas pu sauver le bébé. À cet instant, le monde s'arrêta de tourner. Le bourdonnement des machines, les murmures du personnel, même la pluie dehors, tout s'évanouit dans un silence étouffant. Le thermos m'échappa des mains et heurta le sol avec un fracas sourd, répandant la nourriture sur les carreaux blancs. Je ne baissai même pas les yeux. Je ne sais pas combien de temps je restais là, le regard vide. Mon petit enfant, cette vie minuscule dont Olivia parlait avec tant d'émerveillement, n'était plus. Quand ils me laissèrent enfin entrer dans sa chambre, elle paraissait si petite dans les draps blancs, sa peau pâle, ses cheveux emmêlés. Une perfusion reliait sa main à la vie, goutte après goutte. Je m'assis près d'elle et, après des heures qui me parurent des jours, ses paupières papillonnèrent. Elle tourna faiblement la tête vers moi et son premier réflexe fut de toucher son ventre. Sa main se figea. Ses yeux cherchèrent les miens, écarquillés par la terreur. Je n'eus pas besoin de dire un mot. Elle comprit. Un sanglot étranglé s'échappa de ses lèvres. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas d'esclandre. Je l'aime encore. » Il ne le pensait pas, c'était juste sa mère, elle me déteste. Ces paroles étaient des couteaux tournant dans ma poitrine. Même dans sa détresse, elle défendait l'homme qui l'avait détruite. Je voulais hurler, mais je pris sa main contre ma joue et forçai ma voix à rester calme. « Repose-toi, ma chérie. Nous parlerons plus tard. » Mais je savais que ce n'était que le début de mon combat. 3 jours passèrent. La chambre sentait le désinfectant et les fleurs fanées. Le téléphone d'Olivia restait muet, ses yeux fixés sur la porte, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Le 3e soir, je n'en pus plus. Je sortis dans le couloir et composai le numéro de Julien, son mari. Cela sonna 2 fois avant de tomber sur sa messagerie. Sa voix enjouée m'agressa comme une gifle. Je raccrochai et appelai sa mère, Madame de Villeroy. Elle décrocha immédiatement. Madame de Villeroy, c'est Catherine Valéry. Olivia est. Un clic sec coupa la communication. Elle avait raccroché. C'est à ce moment que le feu en moi se ralluma. Je quittai l'hôpital et conduisis directement vers leur hôtel particulier dans les quartiers chics. Quand Julien ouvrit la porte, il semblait agacé, vêtu de son pyjama en soie, un verre de cognac à la main. « Qu'est-ce que vous fichez ici » demanda-t-il avec nonchalance. « Pourquoi n'es-tu pas venu à l'hôpital » criai-je. « Sais-tu ce que tu as fait ? Olivia a perdu le bébé à cause de toi. » Il eut un sourire lent et cruel qui me glaça le sang. « Pourquoi j'irais ? Ta fille n'a même pas été capable de mener une grossesse à terme. Elle aurait dû rester à sa place au lieu de vouloir jouer à la châtelaine avec moi. » L'air quitta mes poumons. Je voulais le frapper, mais ma fureur devint soudainement froide et lucide. Ma voix tomba, calme et mortelle, « Tu regretteras ces paroles, Julien. » Il éclata d'un rire méprisant, « Allez-y, ma pauvre dame, personne ne vous croira. » Je tournai les talons sans un mot. Mon esprit était désormais aiguisé comme une lame. La colère ne suffirait pas, il me fallait des preuves. C'est alors que je remarquai le clignotement rouge d'une caméra de surveillance sur la maison d'en face, celle de Monsieur Lefebvre, un voisin dont Olivia m'avait parlé. Je traversai la rue et frappai à sa porte. Monsieur Lefebvre m'accueillit avec bienveillance et, après que je lui eus expliqué la situation, il m'installa dans son salon et lança les enregistrements de la nuit du drame. Mes mains tremblaient devant l'écran. On y voyait Olivia, à genoux sous la pluie battante, frissonnante, ses lèvres bougeant comme si elle priait. À l'intérieur, par la fenêtre, on distinguait la lueur chaleureuse de la fête, les gens riant, les verres s'entrechoquant. Puis, la silhouette de Madame de Villeroy apparut, elle regarda dehors, vit ma fille et se détourna avec une indifférence totale. Monsieur Lefebvre murmura, « Quel monstre !» Il copia la vidéo sur une clé USB et me la remit en me disant, « Faites-leur payer, Catherine. Cette petite mérite justice. » Le lendemain matin, j'emportai la clé au cabinet de maître Agnès Girard, une avocate réputée pour sa pugnacité. Elle écouta mon récit, puis visionna la vidéo en silence, les mâchoires serrées. « C'est une preuve accablante, dit-elle enfin. Mais les de Villeroy ont de l'argent et des relations. Ils vont jouer sale. Êtes-vous prête ? » Je plongeai mon regard dans le sien, j'ai déjà perdu mon petit enfant. Je n'ai plus peur d'eux. Elle acquiesça. Nous allions porter plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. Le soir même, je rentrai chez moi épuisé mais avec une lueur d'espoir.
Mais l'espoir est fragile face à des gens comme eux. Le lendemain, je découvris mon salon dévasté, tiroirs ouverts, papiers éparpillés, serrures forcées. Mon cœur sombra en fouillant mon sac, la clé USB avait disparu, ainsi que le dossier médical d'Olivia. Avant même de pouvoir appeler Agnès, mon téléphone vibra de messages. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs infâmes circulaient, prétendant qu'Olivia avait simulé sa grossesse pour soutirer de l'argent, qu'elle était instable et manipulatrice. Il ne volait pas seulement les preuves, il volait sa dignité. Ce n'était plus de la cruauté, c'était la guerre. Le soir, assise dans le noir, je reçus un message d'un numéro inconnu, j'ai une copie de la vidéo. Demain à 16h au café de la Poste. Venez seul. Le lendemain, j'y étais en avance. À 16h précises, une jeune femme entra, sa capuche baissée sur le visage. Lorsqu'elle se découvrit, je restai stupéfaite, c'était Claire, la sœur cadette de Julien. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine sophistiquée que j'avais croisée. Elle glissa une petite clé USB noire sur la table. « C'est ce que vous cherchez » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Pourquoi fais-tu ça, Claire ?» Elle prit une inspiration saccadée. « Parce que ma famille détruit tout ce qu'elle touche. Ma mère nous contrôle tous comme des marionnettes. Elle m'a empêché de devenir journaliste, elle m'a enfermé quand j'ai refusé un mariage arrangé. Je ne peux plus être complice. J'ai tout vu cette nuit-là. J'ai essayé de l'aider, mais ma mère avait verrouillé ma porte de l'extérieur. J'ai regardé Olivia souffrir par ma fenêtre. Je lui pris la main, tu as fait ce qu'il fallait. Tu viens de rendre sa voix à ma fille. » Le lendemain matin, Agnès Girard ne posa aucune question en voyant la nouvelle clé. « Ils ont commis une erreur fatale, dit-elle. Cambrioler votre domicile pour voler des preuves fait d'eux des criminels. Nous et Apos, allons pas seulement gagner au tribunal, nous allons les briser devant Apos, opinion publique. » Elle organisa une rencontre avec Damien Roussel, un reporter d'investigation. Le lendemain, son article faisait la une femme enceinte forcée de s'agenouiller sous la pluie par sa belle famille richissime. L'histoire devint virale en quelques heures. Le hashtag justice pour Olivia inonda les réseaux. Julien tenta de se défendre devant les caméras de télévision, affirmant avec arrogance que sa femme était déséquilibrée. Agnès sourit devant le poste, laisse-le parler, il creuse sa propre tombe. Quelques minutes plus tard, Damien publiait un second article avec les rapports médicaux certifiés prouvant la grossesse et la cause de la fausse couche, une hypothermie sévère due à une exposition prolongée. L'empire de mensonges des de Villeroy s'effondra. Le matin du procès, le tribunal était pris d'assaut par la presse. Je serrai la main glacée d'Olivia. Julien entra, livide, tentant de garder une contenance. Sa mère n'était pas là, on disait qu'elle était tombée malade suite au scandale. Le juge demanda le silence et les débats commencèrent. L'avocat de Julien tenta de discréditer Olivia, mais Agnès se leva avec la précision d'une combattante, « Monsieur le juge, les images parlent d'elles-mêmes. » La vidéo fut projetée. Le silence dans la salle était pesant, brisé seulement par les bruits de la tempête à Apos, écran et les sanglots étouffés d'Apos, Olivia. Certains jurés avaient les larmes aux yeux. Puis, le témoignage de Claire acheva de briser la défense. Elle raconta tout, le contrôle, la cruauté, le verrouillage des portes. Olivia mérite justice, tout comme l'enfant qu'elle a perdu, conclut-elle. Le verdict tomba, coupable de harcèlement moral et de non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort. Julien fut condamné à une peine de prison ferme assortie d'une amende colossale. Mais la vraie victoire fut le moment où Olivia se tourna vers moi en murmurant « C'est fini, maman ». Dans les semaines qui suivirent, le calme revint. Madame de Villeroy s'éteignit peu après, sa fierté étant son seul linceul. Claire vint nous voir une dernière fois avant de partir faire ses études de journalisme à Lille, « Je veux faire quelque chose qui ait du sens. » Olivia la prit dans ses bras. Grâce aux compensations obtenues, nous avons ouvert un petit atelier à Arcachon, au bord de l'océan. C'est ainsi qu'est né, Apos, Atelier Renaissance, un espace dédié à la création de vêtements de maternité élégants et confortables. Olivia voulait que chaque femme se sente belle, même en portant le poids de la vie et de la douleur. Au début, ce fut dur, mais son talent fit la différence. Parfois, je l'aperçois près de la fenêtre, regardant les vagues. Elle pose souvent la main sur la fine cicatrice de son front et sourit. Cette cicatrice ne lui rappelle plus la souffrance, mais sa propre résilience. 1 an plus tard, le printemps est revenu. Un après-midi,
Après avoir fermé l'atelier, nous nous sommes promenés sur la jetée. Une pluie fine a commencé à tomber, mais nous ne nous sommes pas mis à l'abri. Nous avons regardé les gouttes scintiller sous le soleil qui perçait les nuages. Un arc-en-ciel est apparu. Olivia m'a regardé, les yeux brillants, tu sais maman, j'y ai Apos, et enfin trouvé la paix. Merci des Apos, avoir lutté pour moi quand je hainais Apos, en avait plus la force. Je l'ai serré contre moi, je me battrai toujours pour toi, ma chérie. En écoutant le rire des enfants au loin, j'ai compris une chose fondamentale, aucune tempête ne dure éternellement. La vérité peut être enterrée, mais elle finit toujours par trouver son chemin vers la lumière.